Et si on se disait qu'un écrivain pouvait être aussi un scientifique? Un romancier qui verrait son bureau comme un laboratoire et ses personnages comme des sujets d'expérience? Eh bien, c'est le pari complètement fou d'Émile Zola et du naturalisme, l'idée de transformer la littérature en une science pour disséquer l'âme humaine. Au cœur de cette véritable révolution, il y a un homme, Émile Zola. Et attention, on ne parle pas juste d'un écrivain, c'est le chef de file, le théoricien, la force motrice de toute une nouvelle façon de raconter le monde. Rien ne décrit mieux le personnage que les mots de ceux qui l'ont connu. Cette phrase de Joris Karl Huysmans est juste parfaite. Elle dresse un portrait saisissant. On imagine tout de suite le colosse, prêt à se battre pour ses idées avec une énergie redoutable. Et le voici. Ce portrait, ce n'est pas celui d'un simple auteur dans sa bibliothèque. C'est celui d'un combattant. Zola a littéralement dynamité les conventions de la littérature française de son époque, provoquant scandale sur scandale, mais aussi une admiration immense. Bref, il n'a jamais laissé personne indifférent. Mais au-delà de l'homme, il y a son idée. Une idée radicale qui va tout changer. Zola pose une question qui peut paraître simple, mais qui est totalement révolutionnaire. Et si le roman devenait un laboratoire pour étudier l'être humain? Voilà le cœur de sa doctrine, le roman expérimental. L'idée en fait, c'est d'appliquer à la littérature la méthode scientifique qui triomphait partout ailleurs à l'époque. Du coup, le romancier n'invente plus vraiment, il observe. Puis, il expérimente, il place ses personnages dans des situations bien précises, un peu comme un chimiste qui mélange des produits et attend de voir la réaction. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la méthode se déroule en 2 temps. D'abord, l'observation. Le romancier se fait journaliste, il accumule les carnets, les faits. Ensuite, l'expérimentation. Il prend des personnages qui sont définis par leur hérédité, disons leur bagage génétique, et il les plonge dans un milieu social pour voir comment ces 2 forces, l'inné et l'acquis, vont les façonner. Alors, il faut bien voir que Zola n'a pas inventé tout ça dans son coin. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment il puise son inspiration directement dans les grandes révolutions scientifiques de son temps. Il dévore les écrits du médecin Claude Bernard sur la médecine expérimentale. Il est captivé par les théories de Darwin sur l'évolution et par les idées du philosophe Hippolyte Taine sur l'influence de la race, du milieu et du moment. Son roman devient le carrefour de toutes ces nouvelles connaissances. Attention, c'est crucial de faire la différence avec le mouvement qui précède, le réalisme. Le réalisme, ça voulait peindre la réalité telle qu'elle est. Le naturalisme, lui, va plus loin. Il veut l'expliquer scientifiquement. Pour un réaliste, un personnage a encore le choix. Il a son libre arbitre. Pour un naturaliste comme Zola, le personnage est le pur produit de ses gènes et de son environnement. C'est une vision bien plus déterministe et, pour beaucoup à l'époque, bien plus pessimiste de la condition humaine. Mais une théorie aussi ambitieuse, ça ne pouvait pas rester qu'une simple idée sur le papier. Il fallait une preuve, une démonstration monumentale. Et pour la fournir, Zola va y consacrer plus de 20 ans de sa vie. Et voici le projet d'une vie, les Rougon-Macquart. Le sous-titre dit absolument tout. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. L'idée est de suivre sur plusieurs générations tous les membres d'une même famille pour voir comment une tare originelle se transmet et se transforme selon les milieux sociaux où ils évoluent. 20 romans. C'est une seule et même expérience littéraire étalée sur 20 volumes. C'est colossal. Et voilà le plan de travail de notre scientifique romancier. Ce n'est pas juste une liste de noms, c'est une véritable carte génétique. Zola a dessiné cet arbre généalogique avant même d'écrire la plupart des romans. Il y trace les tares héréditaires, comme l'alcoolisme ou la folie, et il planifie la destinée de ses personnages comme un biologiste le ferait. C'est la preuve visuelle que pour lui, le roman était avant tout une démonstration scientifique. On a souvent accusé Zola de peindre la misère avec complaisance, de se vautrer dans le sordide. Mais cette citation de la préface de l'Assommoir, c'est sa meilleure défense. Il ne juge pas ses personnages, il explique. Pour lui, la classe ouvrière n'est pas mauvaise par nature. Elle est la victime de conditions de vie et de travail épouvantables. C'est une approche qu'il veut pleine de compassion, justement parce qu'elle est scientifique et qu'elle cherche les causes au lieu de juste condamner les effets. Bien sûr, Zola n'était pas tout seul. Sa force de conviction a attiré toute une constellation de jeunes écrivains brillants. Mais cette alliance, qui semblait si solide au début, allait très vite se fissurer. Ces fameuses soirées de Médan ont rassemblé la crème de la nouvelle garde littéraire. 2 noms surtout ressortent, Guy de Maupassant et Joris Karl Huysmans. Au départ, ils sont tous fascinés par la rigueur, la modernité de la méthode Zola. Le problème, c'est que ce qui faisait la force du naturalisme, sa rigueur scientifique, est aussi devenu sa plus grande faiblesse. Pour des artistes, se voir imposer un cadre aussi strict, une sorte de cahier des charges idéologique, c'est vite devenu étouffant. La rupture la plus célèbre, c'est bien sûr celle de Maupassant. Alors qu'on le considère comme l'un des plus brillants disciples de Zola, il prend ses distances très, très vite. Pour lui, une école littéraire, qu'elle soit naturaliste ou romantique, c'est une prison pour le talent. Il refuse tout simplement de s'enfermer dans une doctrine.
Et la critique de Huysmans est peut-être encore plus profonde. Il finit par reprocher à Zola de réduire ses personnages à de simples mécanismes biologiques. À force de se concentrer uniquement sur l'hérédité et les instincts, le naturalisme oubliait quelque chose d'essentiel: l'âme, la complexité psychologique, bref, tout ce qui ne peut pas être mis en équation. Le mouvement, si puissant au départ, a donc fini par s'essouffler. Alors, est-ce qu'on doit le considérer comme un échec ou peut-être comme une étape nécessaire ? Les critiques qui ont mis fin au naturalisme tiennent en gros en 3 points. D'abord, la science d'un romancier, ce n'est pas la science d'un biologiste. L'ambition était juste démesurée. Ensuite, à trop vouloir être objectif, le mouvement semblait complètement indifférent au bien et au mal. Et enfin, si l'auteur n'est plus qu'un observateur, où est l'art dans tout ça ? Mais c'est encore une fois Huysmans qui a le mot de la fin le plus juste. Le naturalisme a peut-être été une impasse, oui, mais une impasse nécessaire. Il a poussé la logique du réalisme jusqu'à son point de rupture. Il a dynamité les derniers restes du romantisme, et en faisant ça, il a obligé la littérature à se réinventer, à trouver de nouvelles voies pour le XXe siècle. Il a fallu aller au bout de cette impasse pour pouvoir en sortir plus fort. On termine avec cette question vertigineuse de Zola lui-même. Elle résume parfaitement son ambition et ses doutes. En cherchant à appliquer la science à l'art, il a soulevé une question qui nous hante encore aujourd'hui. La vérité brute, scientifique sur notre condition, peut-elle nous rendre heureux ? C'est sur cette interrogation que l'analyse se conclut.